Je ne suis rien, je le sais. Mais je compose mon rien avec un petit morceau de tout. Cette citation de Victor Hugo est la lucarne d'espoir de Marie-Jeanne Hildérald. 75 cm sur 55. C'est la dimension de l'unique fenêtre de sa cellule au centre de détention pour femmes de Rennes. Elle porte son regard aussi loin qu'elle le peut pour éviter de se plonger dans ses souvenirs douloureux. Nous sommes en hiver, les arbres dépouillés se dressent et les températures glaciales saisissent la chair. Enfermée dans sa cellule de 7 mètres carrés, recroquevillée dans son manteau de douleur, elle n'aime pas cette saison qui lui rappelle cette même froideur qu'on lui a reprochée pour décrire ses meurtres. En prison, plus qu'ailleurs, corps et pensées sont indissociables. Elle est seule face à son pire ennemi, elle-même. On pourrait croire qu'une personne incarcérée souffre surtout dans son corps, car elle ne jouit plus de la liberté d'aller et venir, et qu'alors, sa pensée jouit d'une liberté inviolable. Il en est tout autre. La justice n'entend pas le silence des souffrances de ses pensées incarcérées, pas plus qu'elle n'entend le cri de leur résilience. Que penser du sort des détenus souffrant de désordres psychologiques? Marie-Jeanne n'était pas irresponsable pénalement. Son affaire est inscrite à jamais dans les annales de la justice. Elle questionne lorsque l'on sait que cette femme a comparu à 2 reprises devant la cour d'assises de la Martinique pour des faits similaires d'assassinat. Tout laissait à penser, en apparence, que ses droits étaient respectés. À la lumière de sa personnalité, la réalité nous prouve le contraire. Nous sommes à la Martinique, dans une petite commune de pêcheurs. Marie-Jeanne voit le jour le 4 novembre 1964. Les relations chaleureuses de son voisinage font contraste avec sa vie de terreur. Des rangées de cases insalubres sont le terrain de jeu d'enfants, livrés eux-mêmes souvent déscolarisés. Les logements sont privés d'eau courante et d'électricité. Règne une atmosphère sordide dans laquelle se dresse une mer autoritaire et violente, qui nous rappelle Folcoche, cette mer décrite dans le roman d'Hervé Bazin, Vipère au poing. Une mère affamant ses enfants, les privant de toute affection, les rouant de coups. Le père est absent du foyer. Les 4 enfants doivent supporter la violence de leur génitrice qui se déchaîne sur leur corps fébrile. Les coups, les brûlures, les humiliations et les punitions se font de plus en plus cruelles. Les mains qui quémandent un bout de pain sont arrêtées par des coups de fourchette. Leur seul moment de grâce, ils les trouvent lorsque cette mère indigne se noie dans l'alcool. Et vient ce jour où, à peine âgée de 2 ans, Marie-Jeanne découvre le corps inanimé de sa sœur jumelle qui a succombé au coup de leur bourreau. Le sort de son frère et de son autre sœur ne sera guère meilleur, puisque le premier décède et le second devient borgne, tous 2, des suites de maltraitance. Vivre ou mourir. À 17 ans, elle est face à ce choix. Alors elle s'enfuit. Elle se surprend à imaginer une vie simple, être femme, être aimée, être une épouse et être mère. À l'âge adulte, elle aura l'illusion de cette vie rêvée auprès de son époux et de ses 2 enfants. Mais son ciel s'obscurcit. L'orage s'annonce. Elle donne naissance à leur 3e enfant. Elle est seule. Son époux ne rentre au foyer que 3 semaines plus tard. Marie-Jeanne se doute bien que la situation lui échappe. Elle relève la présence d'un numéro récurrent sous le portable de son époux. Elle décide de se rendre chez sa rivale et elle s'arme d'un couteau au cas où. Mariée depuis 15 ans, mère de 3 enfants, elle s'estime seule légitime. La terrible suite, aucun témoin,
Mais tous les éléments matériels du dossier nous la racontent. Les deux femmes mènent une lutte acharnée. Marie-Jeanne réussit à plaquer sa rivale, à l'immobiliser, puis lui assène 23 coups de couteau. Du sang partout. Elle attache le corps à l'arrière de son véhicule, puis le traîne sur plusieurs kilomètres, telle une charogne infâme sur un lit semé de cailloux, comme le décrirait Baudelaire. Elle rentre chez elle, s'occuper de ses enfants, comme si de rien n'était. Elle va se coucher, le devoir accompli, le courage de l'ivrogne assouvi. Comment expliquer cette catharsis meurtrière lorsque l'on voit cette femme effacée, le regard éteint, la tête baissée qui se présente à l'audience? Les experts constatent une sévérité de carence affective et éducative, une grande fragilité. Il n'y a pas de vie ni de bonheur possible sans l'autre. Ils concluent à une altération du discernement. Selon eux, Marie-Jeanne était atteinte de troubles psychiques ou neuropsychiques au moment des faits, ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé à de nombreuses reprises que l'absence de soins médicaux appropriés d'une personne détenue est contraire à l'article 3 qui interdit les traitements inhumains et dégradants. Pourtant, Marie-Jeanne est incarcérée le 17 novembre 2000. Elle purge une peine de 16 années de réclusion criminelle pour assassinat avec une obligation de soins. Elle est suivie une fois par semaine par un psychiatre. On lui prescrit du bromazépam, du Lixentia, du citalopram, du clonazépam, des antidépresseurs et des anxiolytiques pendant 8 ans. C'est loin d'être suffisant. Sa souffrance n'est qu'endormie. À l'occasion de sa demande de libération conditionnelle, l'expert psychiatre déclare que le cheminement de prise de conscience s'est progressivement effectué en détention, dans ce contexte de suivi psychothérapeutique et médicamenteux. L'expert conclut qu'il n'y a pas de dangerosité en milieu extérieur. Et pourtant, à la faveur de ce rapport, elle est libérée. Marie-Jeanne retrouve une place dans la société, elle travaille, elle noue de nouvelles relations. Elle consulte régulièrement un spécialiste qui lui prescrit encore du bromazépam. Mais sa pensée, affectée de maux profonds, distille progressivement son venin mortifère. Elle erre dans les rues de la capitale pour trouver l'amour, dit-elle. Elle rencontre Pierre, il est marié. Elle s'accroche à cet amant qui vient combler ce vide qui la ronge. Mais Pierre, petit à petit, se désintéresse d'elle. Elle ne va pas supporter d'être encore une fois abandonnée. Elle met en place le stratagème criminel. Elle invite Pierre à déjeuner. Elle verse du bromazépam dans le repas de Pierre. Ils feront l'amour une ultime fois. Elle le sait. Pierre s'assoupit. Et comme la première fois, elle domine sa victime et lui inflige 21 coups de couteau au niveau du larynx et de la poitrine. Le 17 octobre 2014, Marie-Jeanne est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté de 25 ans. Pourquoi? Pourquoi la justice n'a-t-elle rien vu venir? Comment expliquer la récidive de Marie-Jeanne? La Constitution garantit le droit à la protection de la santé. L'Organisation mondiale de la santé déclare que 2/3 des personnes détenues souffrent de troubles mentaux. Depuis le 14 mars 1986, soit bien avant la première condamnation de Marie-Jeanne, la prise en charge de la santé mentale des détenus est confiée au service public hospitalier. 26 services médicaux régionaux psychologiques et 10 unités pour malades mentaux difficiles ont vu le jour. Et pourtant, 3 seulement de ces établissements accueillent des femmes.
Et comment ne pas être préoccupé par le rapport sur la santé mentale de la population carcérale sortante, publié le 20 février 2023, lequel démontre que la sévérité des troubles psychiques chez la femme à la sortie de détention est bien plus importante que chez les hommes. Les chiffres sont toujours plus parlants que les longs discours. 2331 femmes incarcérées. Plus des 2/3 souffrent de troubles mentaux. Et à peine 66 lits pour les soigner. L'Observatoire international des prisons et le contrôleur général des lieux de privation de liberté dénoncent le nombre insuffisant de soignants et de spécialistes. Que dire? Que faire? Devons-nous rester là à observer, les bras croisés? La prison est un lieu de souffrance. Marie-Jeanne, elle a été enfermée, mais elle n'a pas été soignée. Enfermée sans soigner, n'est-ce pas inscrire le détenu dans un cercle inéluctable de récidive? Tel est le triste constat, trop souvent répété. Elle ne représente que 4% de la population carcérale. Les femmes détenues sont invisibles et leur souffrance, leur vie, leur sort n'intéressent personne. Ces femmes ont autant le droit que vous, que moi, que nous, au respect de leur singularité et de leur dignité. Je suis aujourd'hui le porte-voix de ces 2331 femmes recluses dans des prisons, dont le silence de leur souffrance reste inaudible. Et pourtant, le cri le plus strident est celui d'un corps prisonnier et d'une pensée incarcérée. L'entendre, c'est permettre à toutes ces femmes de retrouver leur humanité. Je fais mienne désormais cette citation du poète Paul Doré, gravée dans le marbre de cet illustre bâtiment dans lequel nous nous trouvons. La douleur m'a brisé, la fraternité m'a relevé. De ma blessure a jailli un fleuve de liberté. Donnons-leur cette liberté de penser. C'est Sylvestre, Jean-François, Sandra.